bonsoir à tous. Donc, bienvenue à cette première conférence du groupe Espace de Solidarité et Progrès, qui a été fondé en 2012 suite à la présidentielle de Jacques Cheminade. Donc moi, je m'appelle Benoît Odile, je suis un jeune ingénieur et je suis militant avec Solidarité et Progrès depuis à peu près 5 ans. Donc, très rapidement, avant de passer au thème de la soirée, qui est donc les 1 an de Curiosity, l'anniversaire du petit robot qui est sur Mars. Je vais vous présenter un petit peu pourquoi on a créé un groupe Espace, un groupe de travail, de réflexion, puisque à la présidentielle, Jacques Cheminade avait, disons, tenté d'exposer l'idée qu'un programme spatial était lié avec un développement de l'économie en profondeur, une industrialisation en profondeur. Et beaucoup de médias se sont, disons, moqués de la chose en disant que sûrement il avait une famille sur Mars qu'il avait envie de retrouver. Évidemment, non, ce n'était pas ça. Et donc, nous, on a créé un groupe Espace pour montrer que c'est fondamental, un programme spatial. Pourquoi c'est un impératif vis-à-vis des buts communs de l'humanité. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui nécessite ce genre de prise de position. On a fait ce groupe Espace aussi pour pouvoir aller contacter beaucoup de professionnels pour essayer de leur montrer qu'il leur faut un soutien politique dans tout ce qu'ils font. Et aussi, ce qu'ils oublient souvent, c'est un soutien populaire. C'est-à-dire que si la plupart des Français disent que ça ne sert à rien le spatial, eh bien, disons, ils pourront toujours aller, disons, quémander des budgets. Ça ne marchera pas. Donc voilà, on va beaucoup démarcher, disons, des professionnels. Et voilà, et surtout essayer de rendre ces professionnels politiques au sens, disons, actif, pour essayer de promouvoir leur secteur dans un contexte où l'austérité budgétaire, excusez-moi, le sérieux budgétaire est promu partout, et donc y compris dans nos propres rangs français. Voilà. Donc l'idée de cette présentation, c'est disons, l'événement Curiosity, qui, il y a 1 an, disons, défrayait la chronique. Disons, après la présidentielle, disons, apparemment, beaucoup de gens étaient, disons, avaient un énorme engouement, finalement, pour l'exploration spatiale, puisque des milliers et des milliers de gens se sont déplacés dans tout un tas d'événements qui ont été créés à l'occasion pour assister à l'amarcissage de Curiosity. Et donc, on a pu voir qu'il y avait un enthousiasme, en fait, dans cette population. Et voilà, depuis 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, disons, l'engouement est-il retombé? A-t-on oublié que, finalement, c'était un grand moment de l'histoire? Disons, la question se pose de la signification de ce voyage d'un robot sur Mars. Donc, je vais revenir un petit peu sur, en gros, qu'est-ce que Curiosity a fait pendant 1 an. Bon, ça va être assez rapide, hein, je ne suis pas un spécialiste de la question, donc je ne vais pas vous faire tous les détails de la géologie. Disons, au moins, il faut déjà se rendre compte que c'est un défi technologique quand même, de mettre un espèce de truc de 900 kg, là, qui est gros comme une Twingo, sur un bout de planète là, qui est 2 fois plus petit que la Terre, et de le poser avec une telle précision que voilà, il est là, et surtout il l'a fait quasiment tout seul, c'est-à-dire que c'était en aveugle, avec aucune personne qui, disons, pouvait intervenir au moment de son amarcissage. Donc il y a un défi technologique qu'il faut vraiment prendre en compte, quoi. C'est une prouesse, et je pense que voilà, il faut déjà rendre hommage à cette prouesse technique. Ensuite, donc je pense que ce que cherchait Curiosity sur la planète Mars, c'est évidemment, officiellement, hein, c'est de trouver des formes de vie. Alors, il fait plein d'autres trucs, mais son but, c'était de chercher des traces du fait qu'il y aurait peut-être eu de la vie sur Mars. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, disons, on pense qu'il n'y en a pas beaucoup, du fait qu'il n'y ait pas de champ magnétique déjà,
donc qui est très sujet aux radiations. Il y a une atmosphère invivable, il fait moins 60 degrés. Enfin bon, je vous passe les détails. Mais donc, qu'a fait Curiosity? Alors, je vais vous montrer un petit peu déjà qu'est-ce qu'il a fait depuis un an. Alors, depuis un an, ça, c'est une photo qui a été prise par donc, une sonde qui passe au-dessus de Mars à intervalles réguliers et qui a photographié donc, le parcours de Curiosity. Alors, c'est en fausse couleur, hein, mais vous voyez ici, c'était le site d'atterrissage. Alors, vous voyez les traces des boosters de la grue volante. Et vous voyez ici le petit, disons, le trajet qu'il a fait. Alors ça fait 700 mètres. 700 mètres en un an. C'est beaucoup, hein? On ne se rend pas compte ce que ça veut dire. Nous qui avons le périphérique, ou je ne sais pas, dans le reste de la France, il y a sûrement des exemples de choses qui vont vite. Bon, là, c'est 700 mètres en un an. Donc il faut savoir que, bon, quand même, en un an, il s'est tapé un orage magnétique venu du Soleil, qui a complètement, disjoncté les circuits. Il a eu une panne informatique. Et puis surtout, il a testé tous ces instruments, quoi. Donc il a perdu un peu de temps, mais pour le coup, là, il va accélérer un petit peu, il va gravir la montagne, donc le mont Sharp. Et donc voilà, c'est le but qui va se fixer dans la prochaine année, donc de l'alpinisme. Donc qu'est-ce qu'il a fait pendant un an à aller aussi lentement? Alors, bon, pourtant il a des bonnes roues. Ça va, elles sont pas mal. Admirez quand même les... Enfin, je sais pas, on est sur Mars là quand même. Je vous laisse admirer quand même, c'est quand même pas mal. Voilà, alors ça c'est le genre de paysage. Bon, la couleur est légèrement modifiée, mais c'est le genre de paysage que Curiosity voit tous les jours, depuis un an. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous ennuieriez là-dedans, mais lui, il ne s'ennuie pas, quoi. Il est vraiment trop heureux d'y être. Voilà, pourtant, il n'y a pas beaucoup d'amusement. Alors, il fait des trous. Il fait des trous comme ça. Mais avant de faire des trous comme ça, il prend d'abord son laser et il fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va d'abord tester la roche pour savoir si c'est intéressant d'y aller. Et le laser, ça a été conçu donc, par des équipes de Toulouse, la ChemCam, et elle est opérée, enfin disons les opérateurs de la ChemCam sont à Toulouse, et alors eux, c'est vraiment pour eux, c'est un rêve d'enfant, quoi. Ça y est, ils sont foreurs sur Mars. C'est-à-dire que c'est leur métier, ils forent la surface de Mars. Donc voilà, ça c'est des trous, donc pour permettre, disons, d'analyser cette roche. Là, on voit tout un tas d'outils qu'il a à sa disposition. Hein. Donc, vous imaginez le type d'instrument. C'est de la très haute technologie. Ce qu'il faut voir, c'est que ce genre de choses, pour rentrer sur le robot, il a fallu qu'il miniaturise tout. Donc, si on prend l'idée d'un programme spatial en tant que juste envoyer des choses sur un objet, disons, c'est un peu une idée fausse. Là, ce qu'on voit, c'est que si on est capable de faire ça pour Curiosity, on est capable de faire ça pour plein de choses sur Terre. Donc ça veut dire qu'on a une capacité déjà intellectuelle, productive, pour faire ce genre de choses sur Terre. Donc voilà, il fait des pâtés aussi, des pâtés de sable. Voilà, alors ça laisse des traces, hein. Désolé pour ceux qui pensaient que Mars allait rester vierge toute sa vie. Voilà, donc là il a la petite pelle et tout ça. Et il découvre quoi? Alors, il découvre qu'il y a des bassins sédimentaires. Ça ressemble pas mal, en fait, à certains coins de la Terre. Hein. Donc ça, c'est des bassins sédimentaires. Donc, on pense que ça peut être dû donc, à l'idée qu'il y a eu de l'eau avant, etc. Donc, de toute façon, je ne suis pas géologue, hein, donc je ne vous ferai pas un cours sur la géologie de Mars aujourd'hui. Par contre, ça m'a donné pas mal envie de comprendre la géologie de la Terre. Mais bon, voilà, vous avez ce genre de paysage. Là, c'est des toutes petites billes
Alors on peut penser que c'est l'eau qui a fait ça, mais en fait c'est le vent. Donc vous voyez, c'est des toutes petites billes, quoi. Et on trouve ce genre de choses aussi. Alors ça, pour le coup, ça je pense que c'est plutôt le signe qu'il y a de l'eau. Voilà, là vous avez sur Mars, ce qu'on observe, et là vous avez sur Terre le même type de, disons, de paysage. Voilà, donc quand on dit que les deux planètes sont des sœurs jumelles, disons, on n'est pas loin de la vérité. Donc la question c'est, est-ce que là-dessus on trouve des traces de vie? Toute la question est de savoir qu'est-ce que la vie crée, hein, c'est savoir, disons, même sur Terre, je ne suis même pas sûr qu'on est capable de dire aujourd'hui précisément ce que la vie crée, puisqu'il y a, disons, plein de composés. Disons par exemple la vie, aujourd'hui on pense qu'elle est faite avec du carbone, etc. Mais on sait que dans les fonds marins, on a plein d'autres substances qui peuvent s'agglomérer et faire de la vie aussi. Enfin, disons, elles ne sont pas obligées d'être à base de carbone. Donc voilà, toutes les analyses qui ont été faites semblent aujourd'hui dire qu'il y a disons, des traces d'une production de la vie, mais bon, tout reste encore à déterminer. Donc je ne peux rien dire de concluant. Ça va peut-être décevoir beaucoup de gens de se dire que depuis 1 an, il a rien de concluant. Mais bon, ça continue encore 5 ans. Donc on a le temps de voir des choses. Voilà. Puis là, c'était un bout de plastique. Là. À un moment, ils ont dit « Ouais, super, on a trouvé une vie intelligente qui fait du plastique et tout. » Bon, en fait, c'est juste qu'il avait paumé un bout de plastique. Bon, il y a eu plein de trucs comme ça où ils sont... Voilà. Alors, donc voilà pour Curiosity. Si vous voulez avoir plus de précision, il y a plein de trucs pendant la nuit des étoiles, hein, du 9 au 11. Donc vous pourrez aller voir tous les spécialistes que vous voulez, les harceler de questions. Je ne suis pas le spécialiste qu'il faut. Voilà, moi je suis un homme politique. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette mission Curiosity? Déjà, on peut se demander, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'après ça, il y a autre chose? Ou est-ce que, disons, on en reste là? En termes des budgets, il n'y a pas forcément grand-chose de beaucoup plus grand qui est prévu après Curiosity. Notamment la NASA, ils ont coupé les budgets avec Obama. Donc nous, en Europe, on a disons un projet qui s'appelle ExoMars, qui est donc l'idée d'envoyer aussi notre propre rover qui, lui, va pouvoir forer à 1 ou 2 mètres de profondeur. Donc ça, disons, les chercheurs l'ont, on va dire, l'ont obtenu de haute lutte à une conférence à Naples. Je crois que c'était l'année dernière ou le début de l'année. Voilà. Alors le gouvernement, en plus, à ce moment-là, Geneviève Fioraso, s'était, disons, exclamé que Mars était vraiment l'avenir, etc. Bon, les socialistes, finalement, adorent l'idée d'aller sur Mars. Voilà, on a découvert ça à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce que c'est ExoMars? L'idée, c'est qu'en 2016, on envoie une première sonde qui va donc analyser la composition en fait, chimique de Mars, etc., pour en savoir beaucoup plus. Et la deuxième, c'est d'envoyer donc, le rover ExoMars, qui a ici, donc, vous voyez, un engin pour percer des trous à 1 ou 2 mètres. Donc pourquoi 1 ou 2 mètres? Parce qu'on pense que la surface, c'est bien pour avoir, disons, une idée de ce qui se passe, mais la vie, si elle avait existé, elle aurait sûrement dû se trouver beaucoup plus profond. Donc il y a beaucoup plus de chances de trouver des traces de vie si on va profondément. Voilà. Alors le petit problème, c'est qu'au moment... Donc ça coûtera 1,2 milliard d'euros, cette mission. Le rover est censé partir en 2018, donc après la sonde, 2 ans après. Et le problème, c'est que la NASA a annulé donc, sa participation. Et donc on travaille maintenant avec les Russes, qui ont bien voulu, disons, nous prêter leur fusée Proton pour l'occasion. Enfin, prêter, on s'entend bien. Et
Sauf que je ne sais pas si vous avez vu la fusée Proton, ce qu'elle a donné récemment. En fait, les 2 derniers tirs, en fait, c'était des échecs. C'est-à-dire qu'elles ont explosé en vol. C'est-à-dire que les Russes, ils ont quand même, malgré une volonté de se développer, Poutine, il a dit qu'il mettrait 40 milliards d'euros dans le spatial d'ici 2020. Bah, ils ont quand même, disons, des fragilités depuis la chute de l'Union soviétique. Et ils n'arrivent pas, en fait, à vraiment transmettre et à créer une nouvelle génération en fait, d'ingénieurs du spatial qui soient vraiment compétents, etc., etc. Donc ils ont vraiment un problème de ce point de vue-là, de changement de génération. Et je pense que, disons, les gens qui aujourd'hui en Europe travaillent sur ce genre de projet devraient sérieusement se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir, avec les budgets d'austérité actuels, pouvoir eux aussi former, disons, une future génération, ou est-ce que, ou est-ce que ExoMars ce sera peut-être la dernière mission. Donc il faut vraiment, disons, avoir toujours en tête que rien n'est acquis. Surtout que, pendant ce temps, des gens pensent à l'avenir. Les gens pensent à comment on va mettre un homme sur Mars et comment on va coloniser avec des hommes cette planète. Donc c'est le projet Mars One, qui a été lancé par un entrepreneur donc américain, qui avant faisait des éoliennes. Donc voilà, il a vendu son entreprise très cher pour pouvoir se lancer dans la conquête de Mars. Alors son projet est assez intéressant du point de vue du futur, du point de vue de l'exacerbation de l'identité humaine, etc. Il s'agit donc d'envoyer des astronautes pour un aller simple sur Mars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ils n'ont pas les technologies pour le ramener. Donc il faut qu'ils se débrouillent là-bas, qu'ils fassent des cabanes, etc. Et non, normalement, ils leur envoient quand même des trucs avant, hein, mais surtout, ils doivent se débrouiller pour trouver de l'oxygène, trouver des choses à manger, etc. Et ça, c'est présenté vraiment comme c'est les pionniers, quoi. Les pionniers, après tout, quand on a traversé les océans, on n'était pas sûr d'arriver vivant de l'autre côté, et quand on y était, c'était la galère, il fallait, fallait se la donner, quoi. Et ça, c'est les pionniers. Et donc voilà, moi je ne sais pas si ça vous choque en fait, ce genre disons, de projet, parce que peut-être parmi vous, il y en a qui pensent qu'effectivement, c'est comme ça qu'on va y arriver. Disons, nous, on pense quand même que c'est une vision un peu barbare, quand même. C'est un peu... déjà, c'est un petit peu réducteur, au sens où mettre quelqu'un sur une planète, ça fait pas de vous, si vous voulez, quelqu'un... Regardez, prenez la Lune, par exemple. On y est allé sur la Lune, on n'est pas retourné. Ça veut dire qu'en fait, on maîtrise quasiment rien de ce qui se passe entre la Terre et la Lune. On n'est pas maître des lieux, quoi. C'est-à-dire, on n'a rien maîtrisé. On a juste fait un petit saut, et puis on est revenu, et puis voilà, on a l'air content avec ça. L'idée vraiment, en fait, que nous, on défend avec le groupe Espace, c'est pas juste de faire des petits sauts de puce, mais vraiment de se rendre capable de maîtriser les conditions dans lesquelles on va pouvoir rester. Donc ça veut dire que nous, pour l'instant, au groupe Espace, on pense qu'il est, disons, prématuré et même assez dangereux, compte tenu aussi que Curiosity a relevé des taux de radiation pendant le trajet Terre-Mars qui sont assez phénoménaux. Pour vous donner un exemple, c'est à peu près 5 fois ce que les liquidateurs de Tchernobyl ont pris. Voilà. Donc avec ça, vous êtes sûr d'avoir un petit problème, quoi. Et donc vraiment, l'idée, c'est pas de faire ce saut de puce, c'est de maîtriser ces conditions pour pouvoir ensuite, disons, rester. Donc, nous, on pense qu'il ne faut pas tout de suite aller avec des humains. Il faut d'abord préparer le terrain, envoyer plein de robots, pas un, mais 100 Curiosity, un peu partout dans tout le système solaire. Et puis d'autres choses, mais en tout cas, l'idée première qu'il faut retenir, disons, de notre groupe Espace,
c'est déjà cette idée-là. C'est qu'on ne fait pas les choses à la Hollywood, où on envoie un cow-boy dans l'Ouest pour se faire dézinguer, quoi. Ça, c'est pas vraiment notre vision. Donc voilà. Donc, je pense que aussi l'idée que ce genre d'idée peut apparaître chez des gens, ça vient pas mal du fait qu'il y a une désintégration financière, en fait, une désintégration économique, qui fait qu'on n'a pas, on n'a pas les bases économiques qui feraient qu'on pourrait, avoir une présence permanente aujourd'hui. Donc c'est vraiment voilà, il y a cette chose-là. Donc juste, je voudrais quand même amener 4 points pour montrer quand même à quel point il y a une forme de barbarie financière qui s'installe. Vous êtes peut-être donc pas sans savoir que la loi Moscovici, qui a été votée le 18 juillet, qui devait normalement séparer les banques d'affaires et les banques des dépôts, en fait ne le fera pas, et s'alignera sur ce que la Banque des règlements internationaux a édifié comme étant le cas de Chypriote, où s'il y a une faillite des banques, on va prélever dans les dépôts bancaires au-dessus de 100 000 euros. Donc ce que ça veut dire en clair, c'est que déjà la Banque des règlements internationaux, maintenant on sait qu'avec les archives de la Banque d'Angleterre qui ont été mises sur la table, que c'est une institution qui a, promu, le nazisme financièrement et qui est restée, efficiente pendant toutes ces années-là et qu'on hérite d'une certaine manière aujourd'hui et qui est en train de vraiment mettre la pression au niveau international pour, diminuer les niveaux de vie et de créer, en fait, par exemple, ils ont appelé à ce qu'on baisse les retraites, qu'on baisse qu'on abaisse les niveaux de dépenses publiques, etc. Et donc ces gens-là ont, mis en place, fait en sorte que la loi Moscovici soit complètement dénuée de fondement, et ont créé le fait que déjà il y a une impunité totale vis-à-vis des banques, et on va laisser l'arbitraire du système financier se développer. Et donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qui, de notre point de vue, déjà peut faire que dans le futur, déjà les programmes spatiaux ne sont pas du tout garantis et que même ça peut devenir un peu obscène d'en parler, quoi, d'une certaine manière. Vous avez un autre signe en fait de cette barbarie financière qui est en train de s'abattre sur Terre. On pourrait dire que le pendant de Curiosity, c'est Austerity, qui est tombé sur Terre. Là, vous avez la ville de Détroit qui vient de faire déposer une demande de mise en faillite. Pourquoi Détroit? Parce que, c'était une ville industrielle. On sait qu'aux États-Unis, et par exemple, notre mouvement a beaucoup expliqué que depuis l'assassinat de John Kennedy, qui était quand même un grand pionnier du spatial, du fait qu'on ait eu un programme spatial ambitieux sur Terre, depuis son assassinat, il y a un déclin industriel, aux États-Unis, et on peut dire que ça reflète beaucoup ce qui s'est passé dans le monde dans la même période. Et le fait que Détroit soit en faillite, ce n'est pas un hasard, ça montre qu'une désindustrialisation mène à la faillite à un moment. On ne peut pas maintenir le niveau de vie des gens avec juste du maquillage financier. Donc, je dis ça parce qu'en France, on a les emprunts toxiques, on est aussi avec des communes qui en ont ras la casquette et qui ne peuvent pas tout payer. Donc en France aussi peut arriver, ce type de choses, sauf que soyez dormez tranquille, comme on dit. L'État, en fait, il y a une loi qui interdit que les communes soient en faillite. Il faut qu'elles aient l'équilibre budgétaire. Donc ça va nous sauver de la faillite, l'équilibre budgétaire. Donc bien voir en fait qu'il y a un mouvement quand même là dans le monde qui commence à s'accélérer de faillite de villes entières avec une austérité qui s'abat aussi sur les gens, quoi. Et
en troisième point, je dirais que là, on est arrivé à un point au Moyen-Orient où on a créé les conditions en Syrie pour qu'il y ait des djihadistes qui mangent les cœurs de leurs victimes, qui les décapitent devant les caméras. On a un pouvoir, en Syrie qui résiste parce qu'il est là pour ça, en fait. Donc on a créé une condition dans laquelle des frappes israéliennes ont pu être possibles sur des stocks d'armes qui étaient russes. Donc on a en fait une escalade qui peut être violente et qui peut déboucher sur, sur une stratégie de confrontation entre les grandes puissances de ce monde. Donc en ajoutant à ça, le fait que le Pentagone a récemment, donné sa doctrine pour le futur, là, qui s'appelle le Air Sea Battle, et qui dit en gros que on va faire en sorte que la Chine ne puisse pas, qu'on puisse, en cas d'attaque de la Chine, détruire tous ces systèmes de défense qui nous empêcheraient d'accéder aux côtes et de pouvoir débarquer, et de dire on va détruire ces défenses par des attaques nucléaires préventives qui feront qu'ils ne pourront pas en fait répondre. Donc ça, c'est une stratégie qui, devient officielle aujourd'hui et qui place le monde dans, une instabilité totale dans laquelle on va, à la fois avec les Russes ou à la fois avec les Chinois, on va aller à la confrontation et on n'essaye pas de calmer le jeu. Donc, voilà, je pense que ces quelques éléments, déjà, peuvent vous dire que au cas où il y a des professionnels du spatial là, qui nous regardent, que ces choses-là ne sont pas garanties. Et ensuite, pour, les faire arriver, il va falloir sortir vraiment de cette barbarie financière. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, la question première, je dirais, de savoir à quoi ça sert un programme spatial. L'enjeu premier, c'est pas d'aller sur un objet, c'est pas de se poser quelque part. C'est aussi de montrer qu'il y a une dignité humaine, qu'il y a une identité humaine différente de celle que l'oligarchie financière essaie de nous imposer, savoir d'être des animaux consommateurs qui mangent des ressources, qui laissent des tas de détritus derrière, et au bout d'un moment, on se dit ils sont trop nombreux et on va commencer à en liquider une partie. Ça, c'est la mentalité, si vous voulez, d'une oligarchie. Pendant la présidentielle, on a dit que c'était le monde de la City et de Wall Street. Ils pensent comme ça. Et on dit, ce serait bien de commencer à prendre au sérieux cette idée-là. Puisque derrière, ce qui est important dans un programme spatial, je dirais, c'est de redonner un sens que l'humanité peut faire des choses belles, réaliser des choses belles, et le faire non pas parce que elle veut défier les gens, défier les autres, mais parce que la vie a besoin pour son développement que l'on aille de l'avant, que l'on réalise des choses qui permettent, son développement et le fait qu'elle reste, qu'elle reste en vie, d'une certaine manière. Donc voilà, moi je pense que la mission Curiosity, en fait, elle a de sens que si on se bat sur Terre pour cette vision, pour une vision de l'être humain, dans lequel on augmente le potentiel créateur en termes industriels, en termes productifs sur Terre, pour pouvoir justement produire les ressources pour les 9 milliards d'habitants qui vont arriver. Et c'est ça la question en fait qui est derrière Curiosity. C'est pas une question d'envoyer un robot, c'est pas un petit robot qui a fait 700 mètres en un an. C'est la question qu'on se bat pour une vision noble de l'être humain. Alors,
Alors je voulais vous lire justement pour appuyer ça. Parce qu'en fait, dans notre groupe Espace, on se base beaucoup sur un des pionniers de l'astronautique qui s'appelle Krafft Erike. Et voilà, moi je voulais vous lire un petit truc de lui pour un peu vous montrer comment en politique on peut changer disons le climat mental qui fasse qu'une politique spatiale ne soit pas vue comme quelque chose de farfelu, mais comme quelque chose de nécessaire. Alors, donc lui c'est Krafft Erike. Vous voyez qu'il a participé énormément donc, à tous les programmes Apollo, etc. etc. Et il a beaucoup fait aux États-Unis pour justement essayer de donner une philosophie à cette conquête spatiale, on pourrait dire, entre guillemets. Et voilà, je pense que c'est ça aussi qu'il faut amener en politique, c'est une certaine philosophie de l'exploration spatiale, on dirait aujourd'hui. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut le lire. Est-ce qu'il y a... Allez. Depuis la matière stellaire éjectée dans les espaces vides de la galaxie par des étoiles à l'agonie disparues depuis longtemps, jusqu'à sa renaissance sous forme de nouveaux systèmes solaires, la matière intelligente a évolué à travers des ères si longues qu'elles ne peuvent être imaginées, pour finalement réémerger du ventre d'une planète dans l'expansion cristalline de l'espace. D'où elle a contemplé pour la première fois la planète mère dans toute sa beauté chatoyante. Cette vision de la Terre depuis les profondeurs de l'espace marque la plus profonde révolution dans la relation entre l'humanité et son environnement, depuis l'éveil de l'esprit humain et la conscience de soi. La vie et la croissance. Il n'y a aucune limite apparente à cette croissance. Il a fallu 200 millions d'années à la technologie de la vie pour surmonter la barrière séparant les océans de la terre ferme, environ 80 millions d'années pour surmonter la barrière aérienne, depuis la croissance explosive des reptiles jusqu'aux oiseaux que nous connaissons. Comptant depuis l'Homo erectus, il n'a fallu que 2 millions d'années pour franchir la barrière de l'espace, et une fois ce pas franchi en 1957, seulement 12 années pour atteindre la surface d'un autre monde. La destination lunaire fut atteinte avec succès, et ainsi une autre limite dans une longue série de 3 milliards d'années fut franchie. Cependant, la véritable destination que recherche à atteindre l'homme dans l'espace n'est pas la Lune ou Mars, mais l'humanité. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. En tout cas, moi, je me suis beaucoup posé de questions sur cette petite phrase. Et je dirais les deux questions qui sont venues, parce que bon, on est quand même dans une période où il y a beaucoup de gens qui doutent sur la pérennité de l'espèce humaine, sur le fait que peut-être on n'aura pas assez de ressources pour tout le monde, peut-être qu'on sera en surpeuplement et que voilà, ça va être horrible, on va se marcher dessus. Je pense qu'il y a deux questions qui peuvent émerger de ça, du point de vue de quelqu'un qui se poserait la question de pourquoi tout ça. C'est qu'est-ce qui nous rend légitimes, nous les humains, finalement, de peupler l'espace, ou du moins d'y aller. Et, plus pragmatique, ne serait-il pas plus urgent de régler d'abord les problèmes sur Terre ? Je pense que vous avez dû vous poser ces questions plusieurs fois dans votre vie. Alors, pour ce qui concerne la légitimité, je crois que si on se pose la question... Si on se pose la question de la légitimité, c'est que d'une certaine manière, on doit être, à mon sens, par rapport à ce que pensait un Krafft Erike il y a plus de 40 ans, je crois que c'est qu'on doit être d'une certaine manière pollué culturellement par des idées qui nous éloignent finalement de cette vision-là, en fait. Donc moi, je pense qu'il y a quand même déjà une barrière à franchir dans nos têtes, qui est celle de voir qu'il y a une culture poussée par une oligarchie un peu cynique et qui passe son temps en fait à nous dire qu'on est trop nombreux, qu'on pollue. Alors, je
sais pas si vous savez ce que ça veut dire polluer d'ailleurs. Ça veut dire quoi polluer en fait? Parce qu'en fait, quand on pollue, en fait, on tue la vie, d'une certaine manière. C'est un peu le... Enfin voilà, l'idée qu'on se fait, c'est qu'on tue la vie. Enfin, je pense, hein. Vous m'arrêtez si je me trompe. Mais de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous pensez de la Lune et de Mars? C'est vachement pollué. Enfin, en Curiosity, il nous dira si effectivement Mars est pollué ou si en fait elle est dépolluée. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, on n'est pas les pires. On n'est pas les pires. Maintenant, ça ne nous donne pas forcément, disons, le droit non plus de détruire ce qui existe déjà. Donc voilà, moi je pense que si on a une légitimité à aller dans l'espace, c'est qu'on doit montrer, disons, avant ou pendant qu'on y va, qu'on est capable, d'une certaine manière, de comprendre vraiment la vie, son processus d'évolution, comprendre un peu ses ressorts cachés, etc. Et qu'on est capable de la développer au-delà de ce qu'elle-même est capable de faire. D'ailleurs, si on regarde, disons, les déserts sur Terre, bon, bah, on voit quand même qu'il y a des limites à l'expansion de la vie. Et bah, peut-être que ça, on peut y remédier. Il y a aussi des déserts qui se font sur Terre du fait disons, de l'agriculture. Alors, c'est ça que je voulais aborder. Parce que moi, à force de parler d'espace, disons, justement, je me dis qu'il y a quelque chose sur Terre aussi qui est nécessaire de recomprendre quand on commence à envisager des voyages spatiaux. Donc, je voulais parler du rôle de l'agriculteur. Parce que c'est lui qui, d'une certaine manière, arrange la vie dans notre pays, dans tous les pays du monde, je pense. Hein, c'est eux qui s'occupent d'organiser la vie. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme problème aujourd'hui au niveau de l'agriculture? Point de vue pesticides, point de vue pas des jachères, mais les terres qu'on repose, qui deviennent trop nombreuses, on prend trop de place, avec trop de produits. Voilà, c'est pour moi. Il y a tous les pays qui rachètent des terres un peu partout dans le monde pour s'assurer une sécurité alimentaire. Bah, moi, ça rejoint un petit peu ce qu'a dit le monsieur au début, mais la destruction de la vie dans les sols, en fait. Et du coup, empêche d'avoir des terres qui permettent de faire pousser, de continuer à faire pousser, du moins. Moi, je rejoins un peu le monsieur qui a dit tout à l'heure que toutes les terres sont en train d'être achetées par les multinationales. Et ça, c'est ce que nous, on vit aujourd'hui en Afrique. Merci. Ouais, donc très clairement, il y a un aspect financier, évidemment, à cette chose-là. Et donc, c'est pour ça que, disons, c'est très important d'avoir, disons, une bataille aujourd'hui au niveau international pour liquider d'une certaine manière le système des banques d'affaires qui permettent justement à ces multinationales de prospérer et de continuer à acheter des terres contre, disons, l'intérêt des gens dans les pays. Et aussi qu'ils arrêtent de spéculer sur ce qu'on mange, sur la nourriture. Donc ça, évidemment, c'est disons, l'aspect financier, l'aspect économique, quand on pense à l'économie. Là, effectivement, il y a une grosse bataille qu'on est en train de mener aussi sur cette question de liquider les banques d'affaires, qui doit être un peu urgente, pour arrêter le pillage. Ça, c'est sûr que déjà, on ne peut pas avoir des agriculteurs avec le couteau sous la gorge et qui tentent de faire, disons, des choses bien. Mais effectivement, moi, ce qui m'intéressait disons, sur l'aspect de l'agriculture, c'est évidemment la question de la gestion d'un sol, de la vie, et de savoir où est-ce qu'on en est vraiment aujourd'hui. Alors, je ne vais pas encore vous faire un cours, parce que j'y connais pas grand-chose, mais juste, ça m'a passionné, quoi. Je me suis dit, enfin, on a l'occasion avec Curiosity de poser la question de qu'est-ce qu'un sol vivant.
Voilà, parce que c'est ça qui est intéressant. Un sol où il y aurait de la vie. Parce que donc moi, j'ai regardé, voilà, il y a de la dégradation dans les sols apparemment. Alors tout ce qui est en rouge, c'est très dégradé, en jaune, c'est dégradé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout un tas de choses en fait. Ça veut dire qu'il y a des forêts qui sont exterminées, ça veut dire qu'on a de l'érosion, ça veut dire qu'on a de la sécheresse, qu'on a, au contraire, des zones très humides, etc., des inondations. C'est en gros l'idée que la fertilité du sol, elle est dégradée. Donc vous voyez que ça fait quand même... Bon, il y a quand même pas mal de zones, quoi. Enfin moi en tout cas, bon, je ne sais pas si c'est pour faire peur aux gens qui font des cartes comme ça, mais c'est l'ONU. Non, l'UNEP. Ouais, c'est les Nations Unies. C'est l'agence environnementale. Par exemple, moi j'ai vu tout Madagascar est en rouge là. Je ne sais pas, après il y a peut-être des raisons naturelles hein, du fait que ce soit dégradé, j'en sais rien. Enfin bon, en tout cas, même si c'était naturel d'une certaine manière, si c'est dégradé, il y a sûrement moyen de l'aggrader, on dit. Pas de le regrader. L'aggrader, il y a un terme français. Voilà, alors par exemple, j'ai pris quelques images sur Internet de sols français ou d'autres pays. Enfin, France, Belgique aussi, j'ai pris. Alors ça, c'est... vous imaginez Curiosity qui se pose là-dessus, là. Et il fait avec son petit laser, comme ça. Et après, il prend des prélèvements et tout ça. Qu'est-ce qu'il trouverait sur un sol comme ça? Ah non, non, là, justement, il ne trouve rien. En fait, il ne trouve aucune vie. Il trouve aucune vie. Pourtant, c'est un terrain qui, avant, était cultivé et tout ça. Donc, il ne trouve pas de vie. Sauf peut-être quelques rares racines, peut-être, des résidus. Alors lui, il a perdu sa terre. Ah, ça, c'est de l'érosion, ça. Alors, c'est un Belge. C'est pas pour taper encore sur les Belges, mais c'est juste que c'est le cas extrême, quoi. C'est un cas où, en fait, la terre est tellement, disons, où il n'y a tellement pas de vie qui a structuré la terre qu'elle se délite dès qu'il y a soit un coup soit on appelle ça de l'eau qui ruisselle, etc. Donc il perd sa terre, quoi. Il perd sa terre, elle va dans les rivières et ensuite on ne la revoit plus. Voilà. Alors ça, vous pensez peut-être que c'est dans le désert, dans le Sahel. C'est la Beauce. Ça fait peur, hein. Donc là, il n'y a rien. Là. Il fait... Il n'y a rien. Ah, peut-être que s'il vise bien, là, hop, là, il y a peut-être de la vie. Ouais, bah oui, c'est ça. Disons, on peut se demander, est-ce que finalement, c'est utile d'avoir de la vie dans des sols aussi. Hein. Voilà, bon, et puis il y a d'autres exemples. Là, ça ressemble vachement à Mars, je trouve, quand même. Mais bon. Donc l'idée, l'idée que je me suis posée, c'est en fait, qu'est-ce qui dans l'agriculture fait qu'on a cette dégradation des sols? Parce que là, on perd des millions d'hectares par an à cause de ce genre de phénomène. Donc ça veut dire que si le but, c'est de faire vivre des gens, si on perd de la terre, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, alors bon, ça commence à devenir un petit problème. Donc je me suis intéressé, moi, à comment ça se forme la terre. Alors vous avez peut-être trouvé que c'est un peu du niveau 6e, 5e, mais je pense qu'il faut commencer simple. Comment se forme la terre? Le sol. En fait, le sol n'a de sens en fait, en tant que sol que s'il y a de la vie dedans. S'il n'y a pas de vie, ce n'est pas un sol. Il y a du sol que sur la terre. Voilà. Donc, Curiosity n'a pas touché le sol. Donc, comment ça marche? Alors, d'abord, vous avez une roche qui va être attaquée d'abord par les bactéries, etc., etc. Donc, ça va mettre très, 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 très longtemps, de plusieurs dizaines de millions d'années, avant de créer, disons, ce
qu'on appelle des argiles, c'est-à-dire des composés à base de silice, d'aluminium, parce qu'il y a, voilà, il y a de l'aluminium dans la Terre. Il y a donc du carbone, de l'hydrogène et d'autres choses comme ça. Pendant ce temps-là, la vie, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut aller puiser en fait cette ressource-là. Enfin non, en fait, ouais, ce qu'elle va chercher d'abord, c'est avec ses racines, trouver quelque chose qui est dans la terre, dont elle a besoin. Donc elle va beaucoup accélérer en fait la destruction et la dégradation donc, de la roche. C'est vraiment, la vie, c'est comme un marteau-piqueur. Donc pour ceux qui pensaient que la vie, c'était sympa, etc., que la nature est belle quand elle est comme ça, quand on la regarde, en fait, c'est vraiment des... Enfin, disons, quand ils envahissent un environnement, ça y va, quoi. Ça fait de l'excavation, du terrassement, etc., etc. Donc c'est vraiment... Enfin, voilà, il faut vraiment avoir conscience que la vie ne laisse rien tranquille. Mais surtout qu'elle accélère, mais considérablement, le processus. Je veux bien que vous reteniez cette idée parce que bon, ça peut nous servir après. Et donc se forment au fur et à mesure ce qu'on appelle des horizons, c'est-à-dire il y a 3 couches, disons, qui sont importantes. Vous avez la première qui est donc la roche-mère, qui n'a toujours pas été attaquée. Une deuxième couche qui est la formation des argiles et voilà, qui commence un peu à se complexifier, comment on appelle ça, à s'enrichir. Et par le haut, vous avez la même chose, c'est-à-dire que vous avez la vie qui, une fois qu'elle a grandi dans ce milieu-là, va laisser tomber donc, sur le sol ses feuilles, ses débris de branchage, etc., etc. Donc vous avez aussi par le haut un autre processus qui, lui, se fait grâce à des micro-organismes, comme les bactéries, les champignons, pas les champignons, les gros qu'on mange là, mais les tout petits qu'on a sur les pieds des fois. Et cette chose-là est donc transformée en humus, qui est cette terre noire qui sent bon et qui sent vraiment la vie. Donc ça, en fait, ça s'enrichit des deux côtés. Ça s'enrichit des deux côtés. Et le problème, c'est que si ça s'enrichit juste comme ça des deux côtés, eh bien, en fait, il y a les plantes. En fait, non, le problème, c'est que ça, c'est pas très stable. Parce que l'humus, alors je ne sais pas si j'ai une autre image, parce qu'avec ce petit lapin, là, moi, ça me déconcentre. Alors, ça, c'est le processus, par exemple, de tous les micro-organismes qui s'occupent de la litière, là, de ce qui est tombé sur le sol. J'ai pas un truc mieux, hein? Non. Bon, alors, on va reprendre ça. Donc, le problème, c'est que l'humus, c'est la plupart de ce qui est dans l'humus, donc c'est des composés organiques, donc avec du carbone, et tout un tas d'oligo-éléments, enfin bref, il y a plein de choses, du calcium, du fer, etc. Bon, mais c'est négatif en termes de charge. Donc si jamais il y a de l'eau attire les charges positives, les charges négatives à elle. Donc si jamais elle reste dans cet état, l'humus est transporté avec l'eau et ne reste pas en fait. C'est-à-dire on appelle ça, alors on appellerait ça du lessivage si c'était dû à l'homme, mais en fait c'est de la lixiviation. Bon bref, mais en tout cas le phénomène, c'est que si l'humus reste de l'humus, il est susceptible d'être aussi érodé, donc d'avoir un phénomène d'érosion, et donc de perte de richesse du sol. Et l'argile lui-même aussi est négatif. Donc si l'eau s'infiltre, eh bien en fait elle attire l'argile vers le bas.
dans les nappes phréatiques et tout ça. Donc l'argile est perdue. Donc la vie s'est dit, tiens, le sol, c'est ma patrie, il faut que je la préserve, et donc il faut que je réunisse ces deux choses qu'on appelle l'humus et l'argile en une seule chose qu'on appellera d'un nom barbare le complexe argilo-humique. Désolé, c'est pas moi qui ai inventé les termes. Et alors avec ça, moi j'étais assez disons, stupéfait par le fait que là-dedans les vers de terre sont sont indispensables à cet assemblage de deux choses qui sont négatives en termes de charge. Donc normalement, deux charges négatives s'opposent. Et donc les vers de terre, eux, ils sont capables en fait d'en faire des paquets et de les agglomérer et qui tiennent. Ouais. L'union entre deux charges négatives est possible. L'union pour tous. Grâce aux vers de terre. Et donc voilà, il utilise une sorte de colle en fait qu'il a lui-même, disons, inventé, sa propre initiative. Et donc grâce à ça, justement, le complexe argilo-humique, lui, devient stable. Et donc il ne part pas avec l'eau, il reste bien tranquille. Et il est capable d'être absorbé par les racines. Et en fait, c'est beaucoup plus simple, il a tout en même temps. Donc ça, c'est ce que fait la nature, pour conserver son sol. Donc évidemment, nous, quand on est sorti de la guerre, en 1945, il fallait produire pour plein de gens. Donc on a dit, le processus là qu'on a, il est bien, mais il va falloir qu'on le pousse à fond. En fait, il va falloir même qu'on fasse autre chose. On a remplacé ce système par le fait d'apporter directement les composés en azote, phosphore, potassium, de les apporter directement sans qu'ils passent par cette phase-là. Donc ce qui s'est passé donc, avec ça, avec les pesticides exactement, donc on a tué la vie. Donc la vie ne dégrade plus le sol. Les vers de terre, eux, ils sont, en fait, ils ne peuvent plus exister parce qu'il y a du labour, etc., etc. Et donc, on se retrouve avec un sol qui devient inerte en termes de vie et dans lequel on jette des choses par-dessus pour, conserver quand même une nourriture de la plante. Mais en fait, vous pourriez mettre la plante sur une dalle de béton et lui envoyer ce que vous voulez. Ça serait à peu près la même chose. On pourrait même avec ça cultiver sur Mars, avec cette technique, dans un premier temps. Bref. Donc voilà, la question c'est, bon, je ne vais pas vous parler de toutes les solutions qui existent, parce qu'il y en a des farfelues, et puis des moins farfelues, et puis etc. Mais j'en ai une qui était pas mal, qui était la question de... Bon, ça s'appelle le strip-till. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment bien, hein, j'en sais rien, mais ça m'a paru, respecter ce type de choses. C'est qu'en fait, on va garder en fait la culture d'avant pour faire en sorte que les micro-organismes du sol continuent à exister, parce que sinon, ils sont tués par le soleil. Ils n'aiment pas le soleil. Donc là, on fait en sorte qu'ils continuent à exister. Et ensuite, on racle le sol, juste avant de semer, on racle le sol comme une griffe pour dégager, une zone dans laquelle on va planter. Donc avec ce genre de choses, il n'y a pas de labour, hein, donc on garde le sol tel qu'il serait, on va dire, formé par le processus que je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on sème entre les deux. Le strip-till. Pas le striptease, je ne vous en ferai pas un aujourd'hui. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est de la super haute technologie. C'est encore mieux que le labour, en fait. Moi, j'adore, parce que le labour, on dit toujours c'est génial, c'est génial. Moi, j'en sais rien encore. Je ne sais pas. Ça se trouve, il y a mieux. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'en termes de mécanique,
en termes de technologie, c'est de la très haute précision. Avec toutes les lames que vous voyez ici, là, elles sont, disons, elles sont produites comme elles sont en 3D, vous voyez, parce qu'elles ont des courbures en 3D. Tout est fait, disons, par ordinateur, etc. Où on a, et les machines qui produisent ça, en fait, sont des machines ultra perfectionnées qui produisent, disons, avec des courbes en 3D. Donc c'est avec plusieurs axes, etc. Enfin bon, c'est très très perfectionné. Des choses que, disons, grâce aux programmes spatiaux, justement, on a beaucoup amélioré ce type de technique. Et donc voilà. Donc ça, c'est le type d'instrument. Et après, ça pousse entre les deux. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Et ça permet de ne pas perdre son sol. De ne pas terminer comme Mars. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais j'ai l'impression qu'on perd quand même pas mal de place à première vue. C'est-à-dire? Ah, parce qu'on ne peut pas semer entre les deux? Oui. Bah, de toute façon, on ne sème jamais trop près non plus. D'accord. Et pour les endroits où on met de la bâche, par exemple, sur le maïs, on ne va pas être aussi performant. De là? De la bâche, pour faire pousser le maïs. Il y a une technique où on utilise la bâche pour accroître les rendements. Là, ça semble plus compliqué. Une bâche? Oui, c'est-à-dire que la bâche permet au maïs de pousser beaucoup plus rapidement. Ouais. Ah bon. Je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a des grands champs, en Bretagne notamment. Partout en France. Mais... Ah ouais. Ouais, comme le principe des serres, en fait, tu vois, comme un principe de serre, en fait. Ouais, mais c'est pour le début, juste. Oui, c'est pour le début, c'est pour absolument. qu'il soit chaleur. Ouais. Mais justement, le fait qu'ils fassent des trous comme ça, ils les font avant l'hiver, en automne, et comme ça a le temps de refroidir et de se réchauffer. Et apparemment, ça, c'est bon pour la germination, etc. Ça va s'il y a de l'eau, quoi. Ouais. Ben, on peut en apporter. Il y a des sols où... L'idée, c'est que si tu apportes de l'eau, mais que l'eau, en fait, elle fait virer ton sol, tu n'as pas vraiment intérêt à envoyer de l'eau. Peux-tu préciser la différence entre ce que tu présentes, le strip till, et le labour? C'est-à-dire que le labour, lui, si j'ai bien compris, prend la terre d'en dessous et l'amène à la surface. Non, c'est plutôt, il prend la terre du dessus et il la met en dessous. Oui, plutôt, oui. Voilà. Du coup, la terre du dessous arrive au-dessus. En fait, ce qui est le problème, c'est que ça fait qu'il n'y a plus en fait, d'oxygène qui peut aller en dessous. Et comme ta matière qui était au-dessus, qui était de la matière organique issue de la culture précédente, elle se retrouve en dessous, dans un espace sans oxygène, et les champignons, eux, ils ne peuvent plus fonctionner s'il n'y a pas d'oxygène. Donc, ils ne dégradent plus, en fait, cette matière organique. Derrière. Quel est le lien avec le programme spatial? Ah. Ouais, moi ce que je trouve intéressant là, c'est que justement, avec la culture précédente au milieu, là, tu as un espèce de paillage, enfin ce qu'on voit à l'image. Hein, Et moi, il me semble que l'un des problèmes en agriculture, c'est que justement, le fait qu'il n'y ait pas de paillage, c'est que déjà l'eau s'évacue très vite, donc on perd de l'eau. Et là, j'ai l'impression que le paillage, enfin, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des techniques justement, le paillage permet de maintenir une humidité près du sol. Et donc de maintenir toute une vie qui va permettre justement au sol de maintenir sa diversité et sa capacité justement à faire pousser les éléments qu'on y plante, quoi. La paille tout autour va se répartir progressivement dans tout le terrain, c'est ça, autour de... Non, elle va être attaquée par les micro-organismes du sol.
Et puis les pas micro d'ailleurs aussi. Et donc ça va rendre, est-ce que c'est le genre de technique est susceptible de rendre le sol plus meuble, plus aéré? Ouais. Ça n'a rien à voir, oui. Ouais. Malgré le passage d'une machine relativement lourde qui pèse sur... Donc est-ce que ça rejoint l'efficacité, la même efficacité que le bois raméal fragmenté par exemple? Bah, ouais, sauf que le bois raméal, tu dois bien le prendre quelque part, quoi. Donc là, ça c'est la recrée culture les d'avant. conditions. Là, tu prends la culture d'avant. Donc ça recrée les mêmes conditions qu'avec ce bois raméal? C'est-à-dire que tu as une rotation des cultures qui fait que tu crées avec la culture d'avant les ressources pour la culture d'après. Donc on se retrouve Voilà. aussi avec... est-ce que l'odeur diffère, par exemple parce que Là, ça va loin, là. Parce qu'on a cette fameuse odeur D'humus, de ouais. sous-bois, Ouais. d'humus, qui témoigne d'une terre bien riche en vie, justement. Est-ce qu'on retrouve ce genre de choses ici aussi, ou ça ne se voit pas tant que ça? Ça, là, ça va au-delà de mes compétences. Et dernière Tu sais, moi, je suis qu'un ingénieur. Et C'est déjà les pas mal. ingénieurs, en fait, on n'a pas le droit de toucher aux choses réellement pendant notre scolarité. Ah oui. Il faut vraiment le savoir. C'est qu'on est obligé juste de faire des équations. Donc, il n'y a pas le droit de sentir la terre, pas le droit de sentir le métal aussi. Les choses qu'on bâtit, on ne les sent pas. Voilà. Et dernière petite question, est-ce qu'on peut réussir à faire ça avec une terre qui a pendant plus de 20 ans été exploitée de façon... Bah, ça va être le grand défi. Je pense que c'est là aussi où je voulais en venir. Enfin, c'est pas vraiment où je voulais en venir. C'est la première conclusion qu'il faut avoir. C'est que déjà, il y a un champ des possibles là, qui est là, et qui, disons, on voit les gens qui font ça, hein, ils tentent des choses, quoi. On peut dire que c'est un peu des pionniers. La question, c'est que, bon, je ne sais pas dans le lot s'il y a des gens qui sont un peu dans les nuages ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, il y en a qui cherchent et qui se disent, voilà, ça, c'est un processus qu'on est capable de comprendre. C'est beaucoup plus exigeant de faire ça que juste de balancer des choses sur la terre et puis d'attendre que ça pousse. C'est beaucoup plus exigeant que de mettre des pesticides dès qu'il y a de la vie pour tout tuer, etc. Donc ça nécessite quand même une capacité de réflexion et disons une complexité dans la pensée de l'agriculteur qui, à mon sens, est bénéfique à long terme, puisque si on qualifie de cette manière la pensée de l'agriculteur, eh ben, on a des solutions qui peuvent émerger, etc. Et donc, parce que je veux répondre quand même à la question de quel rapport avec le programme spatial, ça paraît être une parenthèse. Je pense que déjà cette idée-là, du fait qu'il y a une complexité dans le vivant qu'il nous faut, comprendre, déjà qu'on est le seul à pouvoir comprendre ça. Les vers de terre, eux, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de participer à ça. Ce n'est pas eux qui ont décidé, d'une certaine manière. Ça se fait parce que c'est la nature qui fait ça et qui trouve le meilleur, le meilleur rapport qualité-prix, d'une certaine manière. Voilà, la question, c'est que nous, on est capable de comprendre ce processus. Donc, on est capable de l'améliorer. Donc déjà, ça, c'est une première conclusion. C'est que déjà, parce que la question, c'était la légitimité. Hein. Je ne suis pas en train de répondre à le rapport direct avec le programme spatial. Je dis juste qu'il y a une légitimité, en fait, de l'être humain dans l'espace, du seul fait qu'il est capable de comprendre les processus de la vie. Et on le voit sur cet exemple-là, c'est possible. Donc on n'est pas, disons, impuissant déjà devant la dégradation des sols, et on n'est pas juste des destructeurs de la vie. On est même, disons, un outil qui, pour la vie, pourrait être assez utile, vu qu'on est capable d'accélérer son processus aussi. Là, je t'invite à aller voir plus précisément après ce genre de choses. Je pense qu'il y a une mine de choses à aller voir. Mais il ne faut pas perdre l'objectif, disons, de vue, qui est que des gens, ça nous rend légitimes. Et je voulais juste citer Jacques Cheminade, si tu me le permets.
Parce que justement, c'était dans son programme présidentiel, cette idée-là. Et donc, dire qu'il faut passer l'agriculture d'une composante dominante chimique à une agriculture prenant en compte le sol, non comme un support inerte, mais comme un processus vivant. Ce qu'il appelait l'agrobiophysique. Et qu'il fallait aider les agriculteurs à devenir médecins des sols. Donc, ça veut dire un type de, disons, de relation avec son sol qui est, disons, très exigeante. Et ce qui était encore dans son programme, le développement progressif d'une agrobiophysique du futur, dont l'accent essentiel mis sur la relation entre l'être humain créateur et son milieu de vie, ne sera pas sans rapport avec la relation que les astronautes du futur, eux-mêmes travailleurs intellectuels et manuels comme les agriculteurs, devront avoir avec les milieux nouveaux qu'ils découvriront et, qui sait, les formes de vie nouvelles. Ça vous pose déjà le fait qu'un programme spatial, déjà, ça pose aussi l'exigence que sur Terre, on fasse mieux. Parce que dans l'espace, on n'aura pas le choix de faire mieux. Donc, si on pense comme ça, bah, disons, on sera sûrement gagnant sur Terre. Pardon, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Ça, c'était pour répondre à la première question de la légitimité. On pourra en rediscuter ensuite. La deuxième, c'est sur est-ce que c'est pas plus urgent de s'occuper de ce qu'il y a sur Terre? Ceux qui sont honnêtes avec cette question-là, qui la posent honnêtement, eh bien, rejoignez-nous dans la rue. On milite tous les jours pour rétablir le Glass-Steagall Act, la séparation stricte des banques d'affaires et des banques de dépôt, qui est la véritable urgence dans le court terme et qui consiste à dire on ne renfloue pas les banques et les spéculateurs, mais on remet le crédit dans l'industrie, dans l'économie productive. Et à ce moment-là, on a, disons, une humanité qui ne reste pas à l'âge de pierre par rapport au futur, hein, je parle, l'âge de pierre, et on dit, bah, maintenant, on a les capacités de créer les ressources pour 9 milliards d'habitants. Donc cette bataille, qui est une bataille contre, disons, la nuisance intellectuelle et morale de la City et de Wall Street, c'est ce qu'on fait tous les jours, et donc on vous invite à participer à cette bataille, si vous êtes honnête sur la question de l'urgence. Mais moi, je vois une autre urgence, et avec le groupe Espace, on voit une autre urgence, qui est celle que, eh bien, notre planète navigue dans un espace avec des fous qui voyagent sans clignotant et de façon totalement irresponsable. Vous avez déjà pris le périph' parisien, vous savez ce que ça veut dire. L'Arc de Triomphe aussi, ouais. Parce que c'est ceux qui rentrent qui sont prioritaires. Donc ça, c'est les astéroïdes. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup là. Non, bof. Parce qu'en fait, bon, en gros, je vous dis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, là, c'est la trajectoire de Mars, en rond, là. Enfin, c'est pas en rond, mais bon. La Terre, c'est ici, là. Et là, vous avez Jupiter. Donc, entre les deux, ont été mis, alors j'ai pris une image là où ils mettent toutes les trajectoires en fait, des astéroïdes, et ils les ont toutes mis les unes sur les autres. Donc, ce qu'on connaît en général, on en connaît quelques je ne sais plus le chiffre exact, mais quelques millions, quelques centaines de milliers, pardon, par rapport en fait à des dizaines de millions qui sont dans la ceinture d'astéroïdes. Et donc, ils nous croisent tout le temps, en fait. Il y en a plein qui nous croisent. Il y en a un, on va en reparler tout à l'heure, c'était l'astéroïde de Tcheliabinsk. Lui, il n'a pas... enfin, c'était plus une météorite, je sais plus. C'était le météorite. Elle, on ne l'a pas vu venir. Mais vous avez différents types, en fait, de trajectoires des astéroïdes. Il y en a à peu près 4 types. Hein. Soit il y en a un qui est
avec une trajectoire assez plus petite que la Terre, mais qui passent 2 fois dans l'orbite de la Terre. C'est les Athènes. Les Apollo, ils ont une orbite qui est plus grande que la Terre, mais ils passent quand même 2 fois. Voilà. Et les autres, la Amor, eux, ils passent, on va dire, jamais par la trajectoire de la Terre, mais ils s'en rapprochent quand même un peu, ce qui fait qu'ils peuvent être attirés par nous. Et les Apoel, eux aussi, ils ont une trajectoire plus petite, mais ils s'approchent de la Terre. Qui croit à la menace réelle des astéroïdes ici? Alors, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui n'y croient pas. Ah, la dame parle. Vous n'y croyez pas? Si, elle y croit ou elle n'y croit pas? Alors, qui n'y croit pas? D'accord, 1, 2. On peut s'en foutre. Ça, c'est une bonne réponse. Enfin non, c'est pas une bonne réponse. Non. C'est une réponse qui n'était pas prévue. Sur le net, il n'y a pas de lève-main. Donc, ceux qui n'y croient pas, expliquez-moi pourquoi, tiens. Pas que je n'y crois ou n'y crois pas, je suis pas dans le cadre sur on, hein, c'est bon. Je suis pas dans le cadre du sondage, mais disons que je me lève pas les matins avec ça en tête, ouais. Plutôt pour être plus précis. Derrière. J'ai pas une grande connaissance de l'histoire de la Terre, mais il me semble qu'il y a eu une seule grosse météorite qui a dû frapper la Terre et qui a fait des gros dégâts. Tout le reste, ça devait être des petits impacts ou autres, quoi. Donc, une tous les 60 milliards d'années. Pour ceux qui n'y croyaient pas ou qui en avaient rien à faire, là, je veux bien votre avis, tiens. Du pourquoi, du comment. Ceux qui y croient, qu'ils y croient. Non, je pense que tant qu'on ne voit pas trop ce qu'on peut y faire, il y a un certain fatalisme qui nous envahit. Ça m'intéresse ton avis, peut-être. Ouais. Oui, toi. Toi. Moi, je vais peut-être rejoindre les propos du monsieur qui a parlé avant moi, à savoir que si on a ce problème-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser dans la mesure où on n'a pas encore de solution qualifiée pour y remédier? C'est intéressant. Ouais. C'est comme les crises financières, les tremblements de terre, le cancer, les crises cardiaques. C'est vrai. Et il y a la question de se demander si les systèmes qu'on peut mettre au point pour éradiquer un astéroïde qui approche ne puissent pas être plus dangereux que la menace elle-même. C'est-à-dire qu'il faut réussir à créer quelque chose qui n'augmente pas le danger. Mettons qu'on crée par exemple un satellite capable de balancer une charge nucléaire sur un astéroïde ou quelque chose, ou un faisceau laser ou n'importe quel autre truc, ou une ultrason, n'importe quoi. Si cette chose est capable d'éradiquer un astéroïde, elle est capable, en dysfonctionnant, d'éradiquer quelque chose d'utile pour la vie sur Terre. Et donc, sauf que cette chose-là sera là tout le temps, à la différence d'un astéroïde qui aura en probabilité moins de chances d'arriver. Donc il faut, à partir du moment où on décide de parer à ce problème, enfin de préparer quelque chose pour parer à ce problème, que cette chose ne soit pas plus dangereuse une fois qu'elle a été faite, ou ne soit pas plus menaçante en probabilité que... Voilà, c'est là que ça pose des... Non, parce qu'en fait, effectivement, dans la question de l'urgence, se pose la question de l'urgence par rapport à la menace réelle de la chose, c'est-à-dire est-ce qu'elle arrive souvent, ce que monsieur vous disiez, donc à quelle fréquence elle arrive, et est-ce qu'on est dans la période de temps où ça peut arriver? Bon, il se trouve qu'à Tcheliabinsk en Russie, c'est arrivé, c'était arrivé 2 heures de moins, c'était sur Saint-Pétersbourg. Bon, ça aurait fait plus de dégâts.
la question, donc ensuite il y a ça, et la question c'est si on a les idées pour pouvoir faire ça, pour pouvoir s'en prémunir. Combien de temps ça va prendre de les mettre en place? Parce que si finalement ce phénomène arrive que tous les 100 ans, en moyenne, ou peut-être 50 ans, qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire que dans 50 ans, on sera prêt? Petit micro là-bas. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on n'est pas déjà prêt? Qu'on nous le dit pas. En fait, on est en lien avec eux et ils sont pas totalement prêts. Mais ils commencent quand même à se dire que c'est urgent. En fait, surtout, ils se disent... Ouais, parce que en fait, j'ai dit eux, oui, mais... Est-ce qu'ils... Les astéroïdes se posent la question encore. Vous parlez de l'armée? Ils regardent encore comment on va faire la réforme bancaire, est-ce que ça vaut le coup, etc. Ils vont voir si on mérite de vivre avant de... Non, je parle... Non, parce qu'il y a quand même tout un programme, et nous, on l'a mis sur notre portail du groupe Espace. C'est-à-dire qu'il y a tout un programme aux Nations Unies qui a été formé, le COPUOS, qui est donc le groupement pour, disons, les missions, enfin pas les missions, mais la... Benoît, tu peux m'aider, s'il te plaît? C'est... Voilà. Le sous-comité de l'ONU pour l'usage pacifique de l'espace. Voilà. Donc eux, ils ont depuis 2006 à peu près, 2005-2006, ils commencent à se dire qu'effectivement, il faudrait se mettre un petit peu en mouvement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une... Parce qu'en fait, il y a quand même les astéroïdes, en termes disons, de menaces, c'est quand même quelque chose qu'on peut maîtriser. Parce que la prévisibilité, c'est quand même un des phénomènes les plus prévisibles, quoique on connaît que, disons, à peu près 1% de tous les astéroïdes de moins de 40 mètres. Donc 40 mètres, c'était Tunguska dans les années 1905. Ça a rasé, je ne sais plus combien, 2000 km² de forêt, quoi. C'était 40 mètres. Le petit caillou de 40 mètres. Tcheliabinsk, c'était 15 mètres. Donc quand on dit qu'on connaît que 1% de ceux d'en dessous de 50 mètres, c'est quand même pas rassurant d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y en a plein qu'on ne sait pas où ils sont. Et quand on a, disons, un développement sur Terre aussi, avec une urbanisation plus grande, etc., un étalement de l'être humain, ça rend, disons, la probabilité de chute sur un élément humain beaucoup plus grande. Sauf évidemment si on va dans la décroissance, et à ces cas-là, là c'est bon, il n'y a plus trop de menaces, quoi. Mais bon, normalement, si tout se passe bien, on devrait croître quand même. Donc il y a ça. Et il y a le fait qu'en termes de, disons, de mission pour pouvoir disons, les dévier, il y a déjà quand même beaucoup de techniques. Bon, si vous êtes fan de ce genre de choses, il faut aller sur notre site pour voir, on en a beaucoup parlé. Mais bon, il y a les armes nucléaires, mais ce n'est pas vraiment ça qui est privilégié. C'est surtout de les dévier beaucoup plus tôt pour pouvoir donc connaître à l'avance où elles vont arriver, pour pouvoir les dévier bien avant, avec des petits satellites qui iraient, des petites sondes qui iraient les percuter. Donc le fait, tous ces paramètres-là qui sont finalement maîtrisables, a fait que effectivement, la communauté internationale s'est quand même un peu mobilisée et a commencé à se dire, là, il faut qu'on ait un truc, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en route, notamment... Je sais pas si... Oula, attendez. Notamment parce que une des difficultés, c'est que si, en fait, les plus dangereux des astéroïdes, ce n'est pas ceux qui viennent de l'extérieur de notre orbite. Là, c'est en bleu l'orbite terrestre. C'est ceux qui viennent par l'intérieur.
C'est-à-dire ceux qui font que le Soleil nous aveugle et donc on ne peut pas les observer. Ça, c'était la trajectoire de Tunguska, de Tcheliabinsk, pardon. Là, vous avez par exemple donc la Terre, c'était en blanc là, et vous avez Tcheliabinsk, là, le météorite qui est arrivé, qui a coupé la trajectoire depuis en fait l'intérieur du système solaire. Donc, on était aveuglé par le Soleil, on n'a pas pu le voir. Donc ça, c'est le problème aujourd'hui qui se pose, c'est qu'on ne connaît pas assez, disons, en fait, on n'a pas un répertoire assez grand des astéroïdes. Donc il y a deux missions, en fait, deux stratégies différentes qui sont au niveau international. La première, la NASA, qui, elle, a pour mission, s'est donné pour mission de connaître 90% des astéroïdes de plus de 140 mètres. Aujourd'hui, on en est à, je sais plus, à peu près 50% de ces trucs-là. Enfin, 50% entre 140 mètres et 300 mètres, quoi, en gros. Les assez dangereux et assez nombreux pour être, disons, pour être une menace significative. Donc ça fait, bon voilà, c'est une première mission, mais c'est au-dessus de 140 mètres. À l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, la mission, c'est de dire, on va essayer que tout ce qui est au-dessus de 50 mètres, non, c'est en dessous ou au-dessus? Au-dessus. Au-dessus de 50 mètres, on puisse les détecter au moins 3 semaines avant qu'ils arrivent sur la Terre. Donc ça, c'est l'objectif de l'ESA, qui est bon, sensiblement différent de celui de la NASA. Donc la NASA, c'est vraiment un travail d'inventaire. L'ESA, c'est l'idée qu'il va falloir intervenir dessus, et donc il faut qu'on ait une alerte précoce. D'accord? Donc il y a... alors, j'ai pas les images ici, mais... donc il y a un truc qui est assez intéressant, c'est le programme Sentinel, mais qui n'est pas le programme de la NASA, qui est un programme privé. Donc c'est pour vous dire aussi pourquoi c'est... Voilà, c'est un peu la crise. Hein. Mais donc l'idée, c'est qu'ils se mettent sur l'orbite de Vénus, en gros. Enfin, une orbite légèrement différente, mais quand même, pour justement faire que quand on observe les astéroïdes, on les observe toujours le Soleil dans le dos. Et donc là, on a un champ de vision ici, entre la Terre et Mars, qui nous permet en fait de savoir qui se balade entre Vénus et la Terre. Ceux qu'on ne voyait pas d'habitude. Parce qu'à chaque fois qu'on observe, on est obligé d'observer vers là-bas, vous voyez, donc avec le Soleil dans le dos. Donc depuis la Terre, ça fait que tous ceux qui sont dans l'intérieur de notre orbite, on ne sait pas qu'ils sont là. Donc c'est quand même un peu pénalisant. Ouais. Donc voilà, ça c'est le programme, je pense, le plus intéressant. Et il faut absolument pousser ça. Je ne suis pas sûr que, disons, il se fasse, hein, parce que ça c'est prévu pour 2016. 2016. Donc on ne sait pas. Pour l'instant, il y a surtout deux choses qui sont faites par les Européens. C'est les télescopes à œil de mouche qui permettent de voir en fait donc comme la technologie des mouches, quoi, ça permet de multiplier en fait disons le champ visuel. Donc au lieu de voir une toute petite partie du ciel depuis la Terre, on en voit une très grande partie. Okay. Comme ça, on peut détecter beaucoup plus de choses en moins de temps. Et donc ça, mais c'est depuis la Terre. D'accord, donc ça va être très limité, mais on va pouvoir quand même, disons, faire d'abord un premier inventaire. Deuxième chose, c'est le programme canadien, NEOSAT. Lui, il est en orbite, là. Et son but, c'est de quand même regarder, alors c'est-à-dire qu'il va être sur la Terre, vous voyez, enfin, il va être en orbite autour de la Terre, et de temps en temps, quand même, il va zioter un peu, vous voyez, sans trop regarder le Soleil, mais de biais comme ça, là, voilà, pour essayer de voir un peu à l'intérieur de l'orbite terrestre. Voilà. Donc voilà, c'est une technologie canadienne. Donc voilà, il y a des programmes pour ceux qui pensaient justement que c'est une urgence. En fait, ça a été pris comme une urgence par les institutions internationales, indépendamment, je dirais,
disons, en gros des politiques qui, eux, donc, sont un peu autre part, sauf peut-être les Russes qui ont appuyé en fait ce type de projet. Et voilà. Donc toute la question, c'est aussi d'amener le public justement à se poser la question de savoir si c'est la vraie urgence ou pas, quoi. Est-ce que en fait c'est pas ça de défendre la vie? On a vu l'agriculture tout à l'heure. Voilà, c'est aussi ça de défendre la vie. C'est de faire en sorte qu'elle puisse exister dans un certain environnement. Et si on repense à Mars One, cette espèce de truc barbare, eh ben on voit que c'est pas juste on va quelque part, mais on se dit, comme je vais y rester, il va falloir quand même que je sache dans quel environnement je vais évoluer. Il va falloir que je connaisse vraiment les paramètres, que je puisse naviguer sans être ennuyé, quoi. Donc c'est l'étape fondamentale à, disons, à un programme plus grand. Et ensuite, il y a l'idée que donc on a défendue, qui est que un système comme ça peut très, on va dire, avec ce type de technologie, en fait, on peut très bien l'adapter à un système de défense antimissile, dirigé donc contre, vis-à-vis de la Terre, contre tout missile qui pourrait, disons, un missile balistique, nucléaire, qui pourrait être lancé depuis la Terre, avec une coopération internationale, de façon à ce que, disons, personne ne puisse avoir la capacité, disons, de lancer une charge nucléaire sans se mettre tout le monde à dos. Et ça, c'est important, justement, parce que, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, avec la nouvelle doctrine du Pentagone, on est dans une stratégie de frappe préventive, ce qui est très dangereux. Et disons, voilà, un des aspects d'un programme spatial, c'est aussi de rendre ces armes nucléaires obsolètes en les détectant dès qu'elles... Voilà, faire en sorte que ce soit même plus une question de les utiliser, puisque de toute façon, elles seraient anéanties avant même de décoller. Donc voilà le type de défi, disons, qu'on a à relever. Donc vous voyez que, disons, le spatial, c'est quand même beaucoup de boulot. C'est pas juste des élucubrations farfelues. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de choses à penser. Et donc je dirais, donc voilà, nous dans notre groupe Espace, pour terminer, on a notre vision d'un programme spatial. Elle est donc de préparer le terrain. C'est pas de peupler d'autres planètes pour le moment. C'est de préparer le terrain en vue d'une présence permanente de l'homme, donc dans l'espace entre Vénus et Mars, en gros. Donc pour cela, on pense que ce qui est nécessaire rapidement dans les 2 prochaines générations, donc d'avoir une accélération de l'exploration robotique, de recommencer en fait à avoir une présence humaine sur la Lune pour des postes d'observation, d'extraction minière, de la production, de faire beaucoup plus de recherches sur la question des rayonnements cosmiques, savoir comment on s'en prémunit, parce que c'est quand même ça qu'il y a aussi le plus, hein. Il n'y a pas que des astéroïdes, il y a aussi des radiations, donc savoir comment on s'en prémunit, et ce système de défense des astéroïdes. Donc ça, c'est les 4 étapes, disons, fondamentales d'un programme spatial que nous, on pense être, qu'on va vraiment aller essayer de discuter avec des professionnels. Et je pense que c'est... Nous, on pense qu'il faut vraiment assumer notre responsabilité d'être humain, d'être capable de faire ces choses-là, et de le faire pour les générations futures, les générations présentes aussi, et de continuer cette grande lutte de la vie pour l'existence, qui, comme disait Jaurès, est un pèlerinage de la perfection. Voilà. Merci, j'ai fini. Oui, c'est une question
c'est qui apparaît là qui est absolument fondamental. Aujourd'hui, on est pris, comme dans beaucoup d'autres sujets, dans un faux débat. Il y a d'un côté le principe de précaution qu'on a inscrit de façon stupide dans notre Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire la précaution? Ça veut dire on ne le fait pas si on n'est pas sûr à 100%. On n'est jamais sûr à 100%. Ce qu'il faut, c'est autre chose. Face à ça, il y a la rentabilité financière. On le fait si ça rapporte. Et si ça rapporte en termes monétaires, et même si ça rapporte en termes physiques. Et on ne voit pas l'effet causé sur l'environnement, sur le futur, quelles sont les conséquences. Donc, quel est, entre ces deux choses, où se trouve ce qu'un être humain doit penser et a pensé dans toute son histoire, qui nous a permis d'être ici. Et c'est le principe de responsabilité, qui n'est pas la précaution, et qui n'est pas non plus la fuite en avant dans le financier, dans l'immédiat, le court terme. Et ce principe de responsabilité, en effet, c'est posé comme ça a été posé ici dans la discussion. C'est d'abord, qu'est-ce qui arrive si on ne le fait pas? C'est-à-dire, si on n'a pas une politique spatiale, si on n'a pas une politique de développement, si on n'introduit pas de technologies nouvelles, bon, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'on ne pourra pas nourrir la population à l'avenir, qu'on ne pourra pas aller dans l'espace et qu'on n'aura pas développé l'économie en profondeur qui permet de le faire. Mais qu'est-ce qui va arriver aussi si on cherche à aller dans l'espace, et Mars One et beaucoup d'autres, avec cet imbécile d'Aldrich qui se met à danser je ne sais pas quelle danse en disant que l'espace c'est bien, on s'y trouve bien, on est bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de produire davantage, on peut faire 180 quintaux de blé à l'hectare ou je ne sais pas quoi, ce que font les Chinois, entre parenthèses. Et là, ça devient destructeur, parce qu'il n'y a plus d'idée de responsabilité et on ne voit pas les contraintes. Et ce qui est oublié dans la société où on est aujourd'hui, c'est que la liberté, ce n'est pas de penser à un résultat en tant que tel. La liberté, c'est identifier les contraintes et savoir comment on les transforme en ressources et comment l'homme s'en rend maître de façon responsable en mesurant les conséquences. Et c'est là qu'il y a toute la fausse réponse des écologistes, et c'est pour ça qu'elle est si dangereuse, parce qu'elle pose un problème, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Et tout sera bien si on respecte Dame Nature. Mais si on respecte Dame Nature, il n'y aura plus de générations futures. Dame Nature, elle n'est pas gentille. Hein. Elle n'aime pas celui qui n'avance pas, et elle le sanctionne d'une façon ou de l'autre. Et c'est intéressant de voir qu'à travers cette question des astéroïdes se repose cette question-là. Les gens sont en train de se dire, tiens, voilà un phénomène catastrophique qu'on saura comment, au moins celui-là, on saura comment y faire face. Peut-être les tremblements de terre aussi, mais ce n'est pas encore absolument le cas. Donc, on doit s'y mettre, et après, il y aura des retombées, dans un peu tout, comme le programme spatial des années 60, des retombées qui, dans des domaines tout à fait inattendus, permettront à l'être humain de progresser et avoir une capacité d'améliorer et de transformer son environnement de façon responsable. Et c'est là le grand défi de l'époque, je pense, tel que tu l'as posé. Et ce que Kraft et Riquet après appelait l'impératif extraterrestre. Ils ont dit ça à un journaliste, il pense que vous êtes un peu loufoque. Eh ben, je peux vous dire, ou farfelu, comme disait Dominique de Villepin de moi, mais vous savez que, comment on appelait De Gaulle en 40 et en 58, le farfelu. Et c'est lui qui avait raison. Donc évidemment, on peut être un farfelu qui n'a pas de contraintes, fait n'importe quoi et n'identifie pas les contraintes. Mais celui qui va de l'avant et qui voit avec les yeux du futur, nécessairement, dans un premier temps, sera pris pour un visionnaire dont on n'est pas sûr s'il a raison ou tort. Et c'est là que les expériences, comme celle que fait Curiosity, comme d'autres, c'est là qu'on montrera le chemin, qu'on montrera si on est dans le juste ou pas dans le juste. Et l'histoire du rendement aussi, ça sera un critère en ce qui concerne des formes nouvelles d'agriculture qu'il faudra examiner, si ça marche. Ce qui paraît très séduisant, parce que c'est considérer la physique des sols et pas le sol comme un milieu inerte et sans réaction. Ça semble, évidemment, qu'on a un certain rapport entre celui qui intervient dans le vivant et le vivant. Donc, ça paraît beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que ça m'a intéressé, moi, personnellement. Donc, c'est là que cette idée, encore une fois, de responsabilité, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas perçu. Il y a l'idée derrière de précaution, d'abstention, de ne pas faire et tout ira bien.
ou l'idée de faire le plus vite possible, le plus de production possible, le plus de rentabilité possible, et à ce moment-là, on fera la croissance. Ce n'est pas la croissance, ça. C'est une forme de destruction pour une rentabilité immédiate. C'est là qu'il faut poser le problème, qui est véritablement le problème de relation entre l'être humain et la nature. Est-ce qu'il est vraiment un être humain dans la manière dont il peut changer et transformer son environnement? Il est le seul, mais le faisant, il est responsable. Ouais, si je peux ajouter, c'est que la question, c'est qu'une fois qu'on connaît le processus, disons, déjà si on s'y intéresse, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'agriculteurs qui s'intéressent à ce processus-là. Après, il y en a d'autres qui vont le déifier, ce processus de la nature, en disant que c'est le seul, l'unique, et qu'il ne faut surtout pas y toucher. Je pense qu'il y a une solution qui va vers le haut, qui est de dire comment on prend un processus naturel et qu'on l'intensifie. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il donne plus que ce qu'il était fait pour donner. Et c'est ça aussi la question, je pense, qui est derrière cette idée de responsabilité. C'est que justement, il va falloir augmenter la production. On disait augmenter de 70% la production alimentaire d'ici 2050. Donc effectivement, si on fait une nouvelle technique respectueuse du sol, mais qui ne fait pas de rendement, bon, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je pense qu'on est capable de dire qu'un processus, une fois qu'on en a compris la dynamique, eh ben, c'est là qu'on peut, disons, intervenir le plus efficacement possible pour l'intensifier. On ne fait pas de l'intensif en disant je balance plus de produits. C'est pas très dynamique, justement. Ça. Donc voilà, pour répondre aussi un peu au bémol, juste, ça me paraissait important, avec Curiosity, qui justement analyse des sols, de montrer que finalement, des fois, on n'en connaît pas tant que ça sur le sol. Moi-même, j'étais surpris de voir que c'est quand même un milieu... En fait, c'est... Disons, rien que de comprendre comment ça fonctionne un sol, c'est des années d'études, quoi. Voilà, non, mais je voulais revenir sur cette histoire d'agriculture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la permaculture. Quelqu'un connaît la permaculture ici, non? Moi, j'ai des amis qui pratiquent ça donc en Bourgogne. Ça marche très bien. En fait, c'est juste laisser travailler la nature à notre place, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en comprenant les phénomènes naturels, plutôt que d'aller contre la nature ou alors de se laisser complètement dominer par elle, c'est juste s'en faire une espèce d'allié, une espèce d'ami, un petit peu une espèce de rapport peut-être que les anciens avaient un peu plus avec devaient plus travailler avec la nature, justement, repérer les processus, comme tu disais, et justement les aider, les amplifier. Vous avez aujourd'hui des permaculteurs qui sont de véritables artistes, notamment en Autriche. Le type a 2-3 collines comme ça qui lui appartiennent, et il crée des écosystèmes, et il les maîtrise complètement de A à Z, et il les entretient, et il en fait à peu près ce qu'il veut, quoi. Donc je veux dire, on arrive à un niveau de maîtrise où moi je pense qu'on peut vraiment faire des choses assez incroyables. On peut tout à fait... alors je te dis pas qu'il faut pas faire de chimie, mais je veux dire, on peut essayer de s'en passer, partir du principe qu'on va essayer de s'en passer le plus possible. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement les coccinelles, ça nous permet pas d'arrêter d'avoir certaines choses? Est-ce qu'en plantant telle plante avec telle autre, finalement, elles vont s'entraider, elles vont se défendre? Enfin, c'est des biotechnologies mais naturelles. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, de développer des choses. Elles existent déjà, il y a juste besoin de regarder comment ça fonctionne. Ok, travaillez pour nous. Il y a quelque chose de faux dans ce raisonnement. C'est que la nature n'est pas fixe. Contrairement à ce qu'on croit, elle est toujours une émigrée. La nature émigre toujours. C'est-à-dire qu'elle se transforme, elle passe dans des ordres différents. Et si l'homme n'est pas dans cette transformation, il n'est pas en accord avec la nature. C'est-à-dire s'il répète ce que la nature a fait à un moment donné, à un certain moment, il aura des problèmes terribles, parce que la nature, elle, aura changé et lui pas. Donc la nature l'expulsera. Et ça, il faut bien voir ça. Toute l'histoire de l'humanité, c'est ce qui produit au néolithique, par exemple, les gens qui faisaient le brûlis des sols et qui pensaient que toujours ça pourrait marcher. Au bout de 3 générations, ça ne marchait plus. On commençait à avoir des problèmes.
on faisait la guerre aux voisins parce que le voisin en avait encore pour 1 ou 2 générations, parce qu'il avait commencé le brûlis plus tard, et c'était la guerre. Et les guerres se produisaient pas parce qu'on faisait le brûlis, mais parce qu'on ne voyait pas les conséquences du brûlis et comment on allait passer à autre chose, et qu'on en restait toujours à une même technique dans le rapport avec la nature, et qu'on ne voyait pas cette idée de transformation permanente. Et dans le monde d'aujourd'hui, où on pousse émotionnellement à être dans l'éternel présent, on voit ce retour pétainiste aux traditions, je dirais. Il faut lire ce que disait sur la Terre, sur le retour à la Terre ne ment pas, le maréchal Pétain. Hein. Donc il faut bien voir cet aspect-là, qui est un aspect, et il faut le dire, on peut l'appeler de plusieurs noms, mais disons-le dans ce cas-là fasciste, qui est de ne pas s'identifier à une transformation, mais vouloir rester à quelque chose de fixe et imposer un ordre fixe. Et je pense que ça, c'est très important à comprendre par rapport au monde d'aujourd'hui. C'est une des raisons essentielles pour l'espace. Alors, on peut faire ce qui n'est pas une plaisanterie, mais qui est quelque chose qui fixe le sujet de façon, je dirais, paradoxale, c'est que le Soleil lui-même n'est pas éternel. Dans 2 milliards d'années, il commencera à brûler la Terre. Alors, il faudra bien avoir inventé quelque chose à ce moment-là. Il faudra émigrer, aller ailleurs, soit rallumer le Soleil, c'est la fusion thermonucléaire. Donc, bon, l'une ne sera probablement pas possible. Donc il faut penser, on ne peut pas penser en termes de répétition et de tradition, il faut penser ce qui dans la tradition a été créateur et s'identifier à ce qui dans la tradition a été créateur. Ça, oui, absolument. Et pas faire n'importe quoi. Moi, quand j'ai rencontré ma cousine, j'ai vu le problème sur ça, sur cette fausse conception du progrès, quand j'ai vu avec ma cousine en 1959, qui était dans une école agricole. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on te dit de faire? On me dit de mettre tant de produits phytosanitaires comme ceci, tant d'insecticides comme cela, et que j'aurai tant de production sur 1 hectare. Mais je lui dis, est-ce qu'on t'explique l'effet de tel ou tel produit, comment il est conçu, et l'effet qu'il a sur la terre? Et est-ce qu'on t'explique comment ça marche? Ah, elle a dit non. Ben, la même chose aujourd'hui avec les calculatrices. On va livrer aux enfants des calculatrices sans leur expliquer comment ça marche, et ils savent faire une division, mais ils ne savent pas comment une division a été inventée. C'est quand même grave. Donc c'est là qu'il y a à nouveau cette idée de responsabilité, mais qui est associée à l'idée de transformation, toujours dans l'être humain. Et tout se transforme. Et l'idée la plus belle que j'ai vue, c'est celle que l'ESA a trouvée, et qui à mon avis est une des plus fortes, en disant de toute façon, nous, êtres humains, sommes des cosmonautes. Parce qu'on est dans une Terre qui évolue dans un univers, dans le système solaire, dans la galaxie, dans l'ensemble des galaxies. Donc on est des cosmonautes. Ça, c'est la réalité de notre statut par rapport à la nature qui est autour de nous, par rapport à l'univers. Seulement, il y en a qui sont inconscients, et ceux-là, un jour, s'ils restent inconscients, finiront par disparaître. Et il y en a d'autres qui sont conscients de ça, et qui voient cet univers dans le terme de cette transformation, de cette exploration constante qu'on doit y faire, et ils recherchent des formes nouvelles qui permettent d'être plus en accord avec cette transformation de l'univers. Et c'est ça qui est la relation réelle, responsable entre l'homme et la nature. Quelqu'un avait dit, la nature n'aime pas être violée, mais elle n'aime pas non plus être abandonnée. Donc c'est un peu une humanisation de la nature, mais c'est une façon assez drôle, je trouve, de poser la question de cette responsabilité de l'homme vis-à-vis des autres hommes, vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de l'avenir. Et ce n'est pas une conception statique à un moment donné. L'univers est dynamique. Et l'existence de notre espèce en est la preuve. Parce que si on était resté par rapport à un certain nombre de techniques et de choses établies, si on n'avait pas fait la grande révolution du Moyen-Âge, qui a été celle de l'arère, de la charrue, qui a été celle de mettre le harnais sur le cheval pour qu'il puisse, sur la poitrine et pas sur la tête, pour qu'il puisse tirer plus fort que le bœuf, etc., etc. S'il n'y avait pas eu sous cette révolution du Moyen-Âge, ben, la population humaine ne serait pas accrue. Et je suis sûr qu'on disait aux gens qui attelaient un cheval et qui faisaient un soc qui allait plus profond et qui permet de produire davantage, qu'il était irresponsable et qu'il mettait en danger la terre. Donc, il faut bien voir aussi l'aspect relatif. Si on continuait tout le temps cette technologie du Moyen-Âge, bien sûr qu'on mettrait en danger la terre. Bien sûr que si on faisait ce qu'on fait aujourd'hui avec les produits phytosanitaires, on mettrait en danger la terre. Mais ça permet de créer la base, le socle, pour passer à autre chose, pour passer à un autre élément de la transformation. Et c'est lorsque cette transformation se bloque
qu'on est dans une situation où fatalement, il n'y a pas d'autre issue que l'arrêt du développement humain.